Dernièrement, suite aux précédentes vidéos que j'ai publiées sur la chaîne, j'ai reçu pas mal de questions de personnes qui me demandaient typiquement ce que je pensais des obligations, est-ce qu'aujourd'hui ça vaut le coup d'en avoir en portefeuille. Alors pour tous ceux qui s'intéressent aux ETF, souvent ils vont plutôt investir une partie de leur capital dans des ETF, on va dire capitalisants, et plutôt dans des ETF notamment sur le marché action. Mais voilà, aujourd'hui on peut être amené à se poser la question, est-ce que ça vaut le coup d'avoir une partie d'obligations en portefeuille, surtout dans des périodes où on a eu des taux historiquement qui étaient relativement bas, et tu sais que les obligations fonctionnent, on va dire, inversement proportionnel au taux d'intérêt. C'est-à-dire que plus tu vas avoir des taux d'intérêt qui sont élevés, plus le prix des obligations vont baisser, et inversement, plus on va avoir des taux d'intérêt qui vont baisser, plus on va avoir un prix important des obligations. Il y avait toute une mécanique que j'avais expliquée, notamment sur ma vidéo dédiée sur les obligations, et que je t'invite à aller voir si c'est pas le cas, et tu pourras la retrouver dans la playlist bourse. Je ne vais pas forcément y revenir dessus, mais en tout cas, la question, elle est légitime pour moi parce que, vu qu'on est dans une période où ça fait quand même un certain nombre de temps qu'on a des taux relativement bas, donc ça veut dire qu'on a des obligations qui sont extrêmement chères et qui rapportent clairement plus rien. Est-ce que ça vaut le coup d'en avoir en portefeuille? Est-ce que ça vaut le coup d'avoir tout en action typiquement, ou d'avoir aussi une partie sur des métaux précieux, ou une partie en cash? Voilà, c'est les questions et les interrogations sur lesquelles je vais essayer de t'apporter des éléments de réponse pour que tu puisses nourrir ta réflexion là-dessus, et que tu puisses in fine avoir une vision un petit peu plus objective sur tout ça. Quelques petits rappels quand même sur les obligations. Donc les obligations, tu le sais, c'est tout simplement le marché de la dette. Ça correspond à une créance, à une dette qui peut être émise donc par une entreprise, ça peut être émis par une collectivité ou par un État. Tu as différents types d'obligations, donc différents types de dettes. Ça peut être des dettes à court terme, moyen terme, long terme, et à chaque fois, tu as des objectifs, des risques et des possibilités qui sont différentes. C'est un marché qui est gigantesque, le marché de la dette et le marché obligataire, notamment sur les dettes d'État. Historiquement, on va être amené à en parler pas mal dans cette vidéo, mais historiquement, c'est vu dans la tête de beaucoup d'investisseurs comme étant un moyen sécurisé pour pouvoir stocker son capital sur le long terme, puisque si tu stockes ton argent typiquement dans des obligations américaines, ou dans des pays très forts, si tu veux, avec une armée importante, avec une économie qui est quand même très développée, bon si tu investis dans des obligations par exemple américaines, tu penses que les Américains seront en mesure de te rembourser, et tu planifies sur le fait que l'État de toute façon ne va pas faire faillite. Voilà, donc c'est vu dans la tête de beaucoup d'investisseurs comme ça, parce que qui a la capacité d'imprimer de l'argent? Ça va être l'État, les banques centrales et tout, et donc les derniers, j'ai envie de dire, à faire faillite, ça va être tout simplement les États. Si demain les États font faillite, il y aura d'autres problématiques que celle de gérer tout simplement ton capital et ton argent. On aura d'autres problèmes. Donc beaucoup de gens, à tort ou à raison, ont considéré, historiquement parlant, que les obligations c'était quelque chose de sûr, quelque chose de sécuritaire, que quand il y avait un problème, on les mettait dans des obligations d'État à long terme, typiquement des obligations d'État américaines, des obligations françaises et ou européennes. Donc souvent ce qui se faisait, c'était un portefeuille 60-40, donc 60% d'actions, 40% d'obligations. Ça fonctionnait quand même plutôt bien à l'époque, à la fois en termes de rendement, en termes de volatilité, en termes de risque. L'idée c'était toujours, et tu le sais, c'est ce que j'essaie de pousser aussi sur cette chaîne, c'est toujours d'essayer de trouver le meilleur compromis entre les rendements et le risque que tu es capable de prendre, parce que forcément, plus tu vas chercher des performances, plus tu vas avoir un risque qui est important. C'est un peu comme les deux facettes d'une même pièce, le pile et le face. Plus tu veux augmenter tes performances, plus in fine tu vas augmenter ton risque. L'idée c'est d'avoir les meilleures performances possibles avec des risques qui soient les plus faibles possibles. Mais mine de rien, souvent ça va quand même de pair. Et donc, il y a beaucoup d'études académiques et des études scientifiques qui ont été faites justement sur ce portefeuille classique de 60-40, dont je vais t'en présenter quand même quelques-unes dans cette vidéo pour qu'il y ait une vision un peu plus objective sur la question. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que dans les documents académiques aussi, et dans la tête de beaucoup d'investisseurs, on disait qu'il fallait avoir son montant en termes de pourcentage d'obligations lié, si tu veux, en fonction de notre âge. Typiquement, imagine j'ai 40 ans, il faudrait que j'ai 40% d'obligations sur mon portefeuille. Si j'ai 60 ans, je devrais avoir 60% d'obligations sur mon portefeuille. Historiquement, on considère encore une fois que c'est un investissement
qui est plutôt sécuritaire, qui permettait de lisser le risque avec l'investissement dans les actions. C'était clairement pas ce qu'il y a de plus performant. On sait que la classe d'actifs sur les marchés financiers qui est la plus performante aujourd'hui parmi les commodities, donc les matières premières, les métaux précieux, les obligations, tout ce que tu veux, c'est clairement les actions. Donc c'est pour ça qu'on disait souvent à l'époque, plus vous êtes jeune, plus vous devez être agressif, et donc plus vous devez avoir une part importante sur votre portefeuille en actions et en acceptant le risque qui va avec, et souvent le risque, c'est surtout une volatilité importante, et puis plus on avance dans l'âge, moins on a envie de prendre des risques, plus on veut se sécuriser, moins on a envie de voir notre portefeuille et notre argent qui va faire des fluctuations importantes, donc plus on va augmenter nos parts d'obligations tout simplement dans notre allocation d'actifs. Là à l'écran je te mets plusieurs informations qui vont pouvoir être intéressantes pour toi pour prendre du recul justement sur ce que j'ai pu t'évoquer un petit peu plus tôt, notamment sur différents portefeuilles en fonction de leur performance au fur et à mesure du temps. Donc typiquement le premier tableau que tu as tout en haut, c'est sur une année de performance sur l'année 2022, entre un portefeuille qui investit 100% sur des actions américaines, un autre qui est 100% investi sur des obligations, notamment du Trésor américain, donc c'est sur des obligations d'État américaines, et puis un portefeuille classique 60-40, donc 60% d'actions et 40% d'obligations. Ce qu'on remarque, c'est que sur l'année 2022, c'est quelqu'un qui a investi 10 000 $ sur ces différents portefeuilles. À la fin, on a une volatilité, donc ce qu'on appelle un max drawdown, une volatilité maximum qui est la plus élevée sur les actions américaines, ce qui est normal. Les actions sont quand même plus volatiles notamment que les obligations. Par contre, on se rend compte que sur l'année 2022, c'est clairement pas là où il y a eu les meilleures performances sur le marché actions. Là où on a eu les meilleures performances et la plus faible volatilité, c'est sur les obligations long terme, avec un portefeuille qui se retrouve à 8 481 $ sur l'année 2022 avec un investissement initial de 10 000 $, alors que pour le portefeuille 60-40, on est à 8 216. Donc voilà, on sait que les obligations, elles ont moins baissé sur l'année 2022 que les actions. Donc voilà, celui qui avait 100% actions sur l'année 2022, il a une perte en capital à ce moment-là qui est plus élevée que la moyenne. Si on prend un horizon de temps plus long, c'est-à-dire sur 10 ans, à chaque fois, il faut faire attention sur les informations à court terme pour avoir plus de recul sur 10 ans. Donc entre 2012 et 2022, on prend les mêmes cas de figure. Le portefeuille 60-40, 100% actions américaines et 100% obligations américaines, obligations d'État long terme. On se rend compte que le portefeuille 60-40 sur 10 ans, donc entre 2012 et 2022, se retrouve avec on va dire un portefeuille final de 22 986 $, donc avec une performance de 7,86% et une volatilité d'un peu plus de 21%. Quelqu'un qui a été 100% sur des actions américaines, forcément il a fait des meilleures performances parce qu'on a eu un bull market énorme entre la crise des subprimes et puis finalement un peu avant la crise sanitaire, enfin un petit peu après la crise sanitaire parce qu'on a eu un recouvrement, mais néanmoins on a eu des performances quand même importantes, 12,34% annualisées sur quelqu'un qui était investi uniquement sur des actions américaines. Par contre, forcément, on a eu une volatilité plus importante. Et quelqu'un qui a investi sur des obligations, là, ça fait, tu vois, depuis de 2012 jusqu'à 2022, là, la personne n'a pas gagné de l'argent, elle l'a même perdu avec l'inflation, puisque là, les rendements, ils sont complètement pourris, 0,61%. Donc 21%, un peu plus de 21% de drawdown. Donc t'imagines que là, si tu avais investi 100% dans des obligations américaines sur ces périodes, tu aurais loupé complètement le bull run sur les actions. Donc voilà, d'où l'intérêt de réfléchir à l'allocation d'actifs et de se poser la question, est-ce que ce portefeuille 60-40 est toujours quelque chose d'intéressant ou pas? Si on remonte encore un peu plus et qu'on regarde 22 ans en arrière, donc entre les années 2000 jusqu'à 2022, donc on prend bien en compte là la crise sanitaire, la crise des subprimes, etc. et on commence à avoir une vision un peu plus objective, là finalement on se rend compte que quelqu'un qui investit 100% sur les marchés financiers, donc sur les actions américaines, se retrouve avec un portefeuille plus élevé que la moyenne, ce qui est normal, puisque sur le long terme, les actions, c'est ce qui performe le plus, c'est là où il y a les meilleurs résultats. Donc quelqu'un qui investit 10 000 $ en année 2000, en 2022, il se retrouve à 41 388 $, avec un rendement annualisé de 6,37%, et un drawdown, donc une volatilité maximum obtenue à un certain moment donné, je pense que c'était sans doute durant la crise des subprimes, de plus de 50%. C'est-à-dire que là, tu investis 10 000 $ au moment où tu as un drawdown de 50%, c'est-à-dire que tu te retrouves à un moment donné jusqu'à 5 000 $ pour après pouvoir remonter, donc il faut accepter cette volatilité. Sur la personne qui a investi sur des obligations long terme américaines, a quand même gagné de l'argent puisqu'il se retrouve au bout de 22 ans à 25 218 €
dollars, pardon, et puis 4,10% de rentabilité avec une volatilité de plus de 21%. Et sur le portefeuille 60-40, bon bah on a fait un peu le mixte entre les deux, on se retrouve quand même avec des performances qui sont assez proches d'une personne qui a fait 100%, 100% action, mais avec un drawdown qui est nettement plus faible. Tu vois, on a 6,14% de rendement et un drawdown de 26,40, alors que bah, pour quelqu'un qui avait 100% action, on est à 50% de drawdown. Donc c'est quand même intéressant quand on prend une performance vraiment long terme. On se rend compte que sur 22 ans, bah, on a des performances qui sont intéressantes, assez proches quand même du marché action, et en ayant tout de même une volatilité qui est quand même relativement réduite de par la part assez significative et importante d'obligations qu'on peut avoir en portefeuille. Historiquement, on remarque aussi qu'un portefeuille diversifié 60-40 type action, obligation, donc 60% action, 40% obligation, là sur l'étude qui a été faite depuis 1977, donc c'est quand même plutôt c'est quand même relativement significatif, on se rend compte que c'est un portefeuille qui a très très bien performé, qui a beaucoup plus de fois où on a été dans le positif que dans le rouge. Bon, il arrive quelquefois, notamment durant la crise des subprimes et puis pendant la crise sanitaire, qu'on ait des volatilités plus ou moins importantes, mais de manière générale, c'est quand même un portefeuille qui a historiquement très bien performé, qui a limité énormément la volatilité. Et là, je te mets un autre tableau à l'écran qui représente historiquement les pires années pour un portefeuille 60-40. Donc l'année notamment 1931, avec la Grande Dépression, on a eu une volatilité qui pouvait aller jusqu'à moins 27,3%, qui était le maximum qu'on a pu avoir sur ce genre de portefeuille. En 1937, avec le gros crash de 1937, on était à un peu plus de moins 20%. En 2022, donc avec la forte inflation qu'on a eue, on était à 16,9% de volatilité. Donc tu te rends compte quand même que dans les grosses crises, que ça soit les dot-com, donc quand il y a eu l'éclatement de la bulle Internet, la Deuxième Guerre mondiale, la Grande Dépression, le gros bear market qu'on a eu sur l'année 1966, enfin, ça a été quand même des événements historiques très 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 significatifs. Même, tu vois, la crise des subprimes, typiquement, ça a quand même été un portefeuille qui a été très résilient et sur lequel on a eu en effet quelquefois une volatilité importante. Mais quand on prend là pour le coup les événements qui sont les pires qu'on a pu retrouver sur le marché, contrairement à quelqu'un qui a fait des gros all-in sur le marché action et qui a peut-être eu une volatilité nettement plus importante, là on a eu la capacité de limiter notre volatilité tout en ayant une performance qui est quand même assez significative sur le long terme et relativement proche quand même de quelqu'un qui avait fait 100% action. D'ailleurs, on peut s'amuser à jeter un coup d'œil. Là, je suis allé sur le site de JP Morgan, qui est l'une des plus grosses banques américaines, et on remarque que parmi les portefeuilles qui sont présentés pour les investisseurs, on a quand même une part aujourd'hui qui est encore significative, tu vois, sur des obligations. Donc là, sur ce portefeuille, tu vois, il y a 26% d'obligations, là, il y en a 50, là, il y en a 49. Là, il y en a 19, 33, 32. Donc si tu regardes les grosses banques aujourd'hui, là je prends le cas de JP Morgan, mais tu peux t'amuser à regarder sur d'autres grandes banques aux États-Unis. Pour la majorité d'entre elles, il y a encore une part significative d'obligations dessus. Et d'où l'idée de cette vidéo, on peut se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui ça vaut toujours le coup d'avoir des obligations en portefeuille, sachant que on est historiquement sur des taux qui sont relativement bas, avec des obligations qui rapportent plus rien et qui historiquement sont à un prix quand même super important. En plus de ça, si tu t'intéresses un petit peu à ce qui se passe à côté, si tu lis un petit peu les actualités, tu as pu te rendre compte que les banques centrales aujourd'hui achètent à l'appel clairement les obligations. On a clairement aujourd'hui une bulle sur les obligations qui rapportent clairement plus rien. Donc est-ce que ça vaut le coup d'en avoir en portefeuille ou pas? Moi je pense que quand on est jeune, en avoir en portefeuille, c'est pas forcément hyper intéressant, puisque si tu es jeune, tu es capable de prendre plus de risques et donc tu es capable d'avoir des résultats qui sont, on va dire, plus intéressants sur le long terme si tu es capable d'accepter une volatilité plus importante. Et je pense que stabiliser son capital quand on l'a pas suffisamment développé, c'est une erreur selon moi d'en avoir aujourd'hui en portefeuille, en tout cas quand on est jeune, une part trop significative. Et je parle, tu vois, plutôt de ce qui était présenté sur des portefeuilles type de gérants de fonds comme JP Morgan, où ils te montraient des portefeuilles avec 50% d'obligations américaines. Enfin, moi, si tu as 25 ans et que tu veux investir sur des ETF sur le long terme et que tu as 50% d'obligations américaines aujourd'hui, avec des taux bas, donc ça veut dire que tu achètes avec des prix d'obligations qui sont hyper élevés, avec des obligations qui rapportent plus rien. Si tu es dans un objectif de capitalisation
et je ne parle pas d'objectif de rente, mais vraiment dans une objectif de capitalisation, d'avoir des meilleurs résultats possibles dans plusieurs années pour décupler ton portefeuille, pour moi ça n'a pas de sens d'avoir une part aussi significative et aussi importante aujourd'hui, en tout cas d'obligations dans ton portefeuille. En avoir, pourquoi pas, si tu veux limiter ta volatilité et si tu veux stabiliser un petit peu ton portefeuille. Mais si on me demande aujourd'hui mon avis sur ce que je fais à titre personnel, je sais que j'ai très peu, si tu veux, d'obligations aujourd'hui dans mon portefeuille, parce que mon objectif aujourd'hui, en tout cas pour mon portefeuille boursier, n'est pas de stabiliser mon portefeuille boursier, mais plutôt d'être dans une stratégie de capitalisation, donc de développer, si tu veux, ce portefeuille-là. Mais après, je pense que ça, c'est quelque chose qui peut être amené à être modulé et à être revu, si tu veux, avec le temps et en fonction de notre profil de risque et en fonction de nos objectifs personnels. Ce que je voulais te dire aussi, c'est que historiquement parlant, pourquoi on parle du portefeuille 60-40, c'est que historiquement parlant, on avait, on va dire, une corrélation qui était négative même entre les obligations et les actions. Donc c'était plutôt intéressant pour équilibrer son portefeuille et notamment pour limiter sa volatilité. Là, je te mets à l'écran notamment les variations du cours du S&P 500, donc qui est un indice qui représente les performances des 500 plus grandes entreprises américaines, et puis les variations des obligations à 10 ans de l'État américain, et donc les bons de trésor américains, et on se rend compte que on a vraiment une inverse, c'est inversement proportionnel, on a même une corrélation négative. Quand on a le S&P 500, donc le marché US un peu qui se casse la figure, on a une augmentation du prix et des performances plus importantes, notamment sur les obligations à 10 ans. Et puis inversement, quand on a une augmentation du cours des actions, on a une baisse des obligations à 10 ans, ce qui permettait de lisser au maximum le drawdown, la volatilité, et d'avoir des performances qui sont quand même assez régulières sur le long terme. Ce qu'on remarque, c'est qu'aujourd'hui, donc ça a été le cas par le passé, aujourd'hui c'est plus vraiment le cas, et on se rend compte qu'il y a une corrélation de plus en plus importante aujourd'hui entre les actions, les obligations, et notamment dans l'environnement dans lequel on se retrouve à l'heure actuelle. Et là, il y a une étude très intéressante que je te mets à l'écran, et je te mettrai tous les liens qu'il faut dans la description de la vidéo si tu veux creuser, si tu veux aller plus loin, mais en tout cas qui te montre les corrélations plus ou moins importantes qu'on peut avoir entre les classes d'actifs, donc les actions, les obligations, en fonction de l'inflation qu'on retrouve sur les marchés financiers et sur l'économie de manière générale. Et ce qu'on remarque, c'est que quand on est sur un pourcentage d'inflation de 2% ou plus bas, ce qui est visé quand même de manière générale, 2%, c'est le niveau d'inflation qui est visé par les banques centrales. Et on s'est rendu compte qu'après la crise sanitaire, on a eu une explosion de l'inflation en Europe, aux États-Unis, sur la plupart des pays du monde entier, et on a dépassé très largement les 2% qui étaient visés par les banques centrales. Et cette étude montre que, tu vois, quand on est sur une inflation donc inférieure à 2%, entre 2 et inférieure à 2%, on a une corrélation entre les obligations et les actions qui est de l'ordre de 22%. Quand on est sur un taux d'inflation entre 2 et 4%, on est à 65%. Et quand on est à supérieur à 4%, ce qui était très largement le cas en France, en Europe, aux États-Unis et un peu de partout dans le monde, on a une corrélation de 100% entre les obligations et les actions. Donc est-ce que ça vaut toujours le coup aujourd'hui, à l'heure actuelle, dans le cas où on a une inflation qui est toujours, au moment où je tourne cette vidéo, qui est toujours élevée, la Fed essaye d'augmenter les taux pour contrôler un peu cette inflation, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Historiquement, on était sur des taux d'intérêt qui étaient quand même historiquement bas, donc qui dit taux historiquement bas, dit prix des obligations extrêmement élevés, donc tout ça me fait dire que avoir aujourd'hui des obligations en portefeuille, en tout cas quand on est jeune, et si on est plutôt sur une stratégie de capitalisation, à l'heure actuelle, en tout cas pour moi et pour mon cas personnel, j'en vois pas forcément l'intérêt. Je peux comprendre que pour des personnes un peu plus âgées qui veulent stabiliser leur capital, pourquoi pas. Mais voilà, pour des jeunes qui veulent développer leur portefeuille dans les circonstances actuelles, en avoir trop en portefeuille, pour moi, ça sera plus néfaste pour des performances long terme. Donc comme je te l'ai dit un petit peu plus tôt, aujourd'hui, il y a une corrélation de plus en plus importante entre les actions, les obligations dans un environnement qui est aujourd'hui avec une inflation importante. Les actions et les obligations, elles sont énormément valorisées avec la politique des banques centrales et la planche à billets qui n'arrête pas de tourner. Donc est-ce qu'on va avoir une inflation qui est durable ou est-ce qu'elle va être juste de passage ? À l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai pas forcément la réponse et je pense que toi non plus. Donc on verra de ce qui va se passer. Pour le moment, les taux historiquement sont quand même relativement bas, donc avec le prix des obligations qui est relativement élevé et puis des rendements qui sont clairement pas intéressants. La Fed, pour contrôler l'inflation, augmente petit à petit ses taux d'intérêt et au moment où je tourne cette vidéo, il n'y a pas encore eu le pivot. Donc on va voir, est-ce que ça sera intéressant par la suite d'en avoir un peu plus en portefeuille, mais
dans l'état actuel des choses et au moment où je tourne cette vidéo, surtout pour des jeunes qui veulent investir et qui veulent mettre en place une stratégie de capitalisation, en avoir aujourd'hui de manière trop importante et significative dans le portefeuille, pour moi, c'est clairement pas intéressant. Et d'ailleurs, il y a un acronyme que tu peux retrouver sur Internet qui s'appelle TINA, qui tout simplement l'acronyme qui veut dire There is no alternative, il n'y a aucune alternative. Donc est-ce qu'il faut tout mettre en action? Certains disent que le marché action il est encore ultra valorisé. Est-ce qu'il faut tout avoir en cash? Est-ce qu'il faut mettre dans des obligations? Enfin, tu vois, c'est quand même relativement compliqué. Si tu mets tout en action, eh ben, tu as quand même le risque aussi d'être sur des sommets et des hauts relativement historiques. Si tu mets en cash, bah, tu es quand même sujet aussi à la politique monétaire et la planche à billets des banques centrales. Avoir tout sur les métaux précieux, quand tu regardes historiquement les performances des métaux précieux, c'est clairement pas ça. Il y a eu historiquement peut-être certains bull runs, mais t'investis pas dans les métaux précieux pour gagner de l'argent. C'est une manière pour toi de stocker ton capital et de protéger, on va dire, ton capital sur du long terme, sur des périodes de grosses crises. Mais c'est quand même pas compliqué d'avoir un portefeuille qui soit équilibré, qui soit performant, surtout dans l'époque actuelle, puisque, voilà, encore une fois, there is no alternative, il n'y a aucune alternative, et on peut supposer aujourd'hui qu'il y a quand même beaucoup de classes d'actifs qui sont survalorisées par rapport à leur cours classique. Donc je pense qu'il n'y a pas de réponse idéale, je pense qu'il faut raisonner par rapport à son profil de risque et par rapport à ses objectifs personnels. Moi je le répète, par rapport à ce que je fais, ça n'engage que moi. Moi je suis plutôt dans un objectif de capitalisation, donc j'ai beaucoup plus aujourd'hui si tu veux de parts d'actions sur mon portefeuille que d'obligations, et je pense que plus j'avancerai avec le temps, plus je souhaiterais avoir peut-être une volatilité plus faible et un risque plus faible, et pourquoi pas avoir une part plus importante d'obligations sur mon portefeuille, mais aujourd'hui c'est pas le cas. Et c'est pas forcément ce que je préconiserais à quelqu'un qui serait dans les mêmes objectifs que moi. Si on a une part importante dans les actions, il y a un moyen aussi pour pouvoir limiter son risque et limiter éventuellement un peu sa volatilité. Donc ça peut être par exemple d'investir dans des ETF, ça peut être d'investir aussi sur certains secteurs défensifs comme les utilities. Donc les utilities c'est quoi? C'est les fournisseurs d'eau, les fournisseurs d'électricité, etc. Donc souvent c'est des secteurs qui sont quand même plutôt résilients aux crises. Ça peut être le secteur alimentaire, ça peut être le secteur de la santé. Enfin voilà, il y a plein de secteurs aujourd'hui qui sont très défensifs et qui peuvent te permettre de limiter ton risque malgré le fait que tu investis une part importante sur le marché action. Tu peux investir aussi sur des obligations qui sont indexées sur l'inflation, donc ce qu'on appelle aussi les TIPS. J'ai fait pas mal de vidéos sur la chaîne YouTube sur les TIPS et sur les différents types d'obligations. Donc là où on serait potentiellement dans une politique monétaire avec une planche à billets encore importante et peut-être une inflation qui serait amenée à durer peut-être plus longtemps que prévu dans les prochaines années, avoir peut-être des obligations TIPS donc, qui sont indexées sur l'inflation. Ça peut être un moyen pour toi pour te protéger, limiter ta volatilité et te rapprocher du portefeuille 60-40 que je t'ai évoqué un petit peu plus tôt, avec les problématiques aussi que ça engendre. Tu le sais, mais l'investissement, c'est pas blanc ou noir. Il y a à chaque fois des points à prendre en compte, et puis ça dépend des objectifs de chacun, de son profil de risque, et c'est impossible de donner une démarche comme ça qui va répondre à tout le monde. Ceux qui font ça sur YouTube, pour moi, c'est des charlatans et des personnes qui connaissent clairement pas le domaine de l'investissement. Donc moi, j'essaye toujours d'être le plus mesuré possible dans mes propos, tout en prenant en compte aussi que je peux me tromper. J'essaie de faire mes devoirs et de faire attention à ce que je propose et les informations que je divulgue sur Internet. Mais voilà, il faut faire attention. Je suis pas un professionnel de la finance, j'ai pas fait des études en finance. Voilà. Et donc je partage ce que je fais de la manière la plus objective possible, mais il faut arriver à faire la part des choses de ton côté et voir ce que tu souhaites faire et comment tu souhaites éventuellement aussi aller plus loin. En plus de ça, tu peux décider, par exemple, alors on parle surtout des obligations d'État qui rapportent pas grand-chose, mais tu as des obligations aussi d'entreprise ou des obligations de pays émergents qui peuvent être intéressantes, tu vois, pour limiter aussi ton risque. C'est pas forcément les mêmes risques que les obligations d'État. C'est pas la même chose d'investir dans des obligations du Trésor américain sur 20 ans ou 30 ans que d'investir sur des obligations de petites entreprises sur du court terme. Enfin voilà, tu as compris que c'est toujours pas le même risque, donc plus tu vas aller chercher du rendement, plus tu vas avoir in fine aussi un risque qui va être plus ou moins important. Mais tu vois, il y a toujours des possibilités de raisonner son allocation de portefeuille et sa gestion d'actifs de la meilleure manière possible, surtout dans l'époque dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Moi en tout cas, le ressenti que j'ai, c'est que j'ai l'impression que c'est quand même relativement compliqué de naviguer un petit peu aujourd'hui dans les eaux troubles. J'ai l'impression qu'il y a un peu tout qui est très valorisé, si je peux dire. Ça peut être les obligations, ça peut être les actions. Il y a eu quelques moments, à un certain moment aussi,
Même les obligations d'entreprise étaient relativement importantes. Donc j'avais l'impression à un moment donné que c'était soit on mettait tout en cash, au lieu d'avoir des obligations, ben, on mettait en cash et puis on attendait d'avoir des opportunités importantes ou sur des actifs risqués. Parce que même si théoriquement les obligations c'est censé être quelque chose de peu risqué dans la tête des investisseurs, aujourd'hui on se rend compte que c'est pas forcément le cas. Quand on voit la dette des États qui explose, etc., je vais pas forcément revenir dessus, sur tous les points que je t'ai évoqués sur la vidéo, sur les obligations que je t'invite véritablement à aller voir et que tu pourras retrouver dans la playlist bourse. Mais voilà, la question elle est légitime. Des actifs qu'on considère comme étant pas risqués aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment pas aussi risqué que ce qu'on pourrait le penser? Est-ce que c'est toujours des rendements intéressants? Et l'idée c'est d'essayer de battre aussi l'inflation, hein. Et dans un milieu où on a une inflation qui est nettement plus élevée que les 2% qui sont visés par les banques centrales, bah, ça oblige les gens à prendre des risques beaucoup plus importants, d'accepter beaucoup plus de volatilité. Et voilà, bah, il y a quand même un équilibre à avoir. Moi, j'essaie de préparer l'ensemble des scénarios et c'est pour ça que, bah, tu vois, aujourd'hui j'ai peu d'obligations sur mon portefeuille. Vraiment très peu, j'ai surtout pas mal d'actions, j'ai pas mal de secteurs défensifs, j'investis plutôt tu vois dans les ETF et j'ai aussi une bonne partie dans les crypto-monnaies, je m'intéresse aussi tu vois à l'immobilier, au private equity, je fais aussi du business en ligne, enfin voilà, je fais beaucoup de choses à côté, j'ai aussi bien évidemment du cash, j'en ai toujours de côté pour pouvoir saisir des opportunités si jamais elles arrivent et je pense que c'est comme ça qu'il faut que tu arrives à voir les choses, d'essayer de préparer les différents scénarios pour avoir quelque chose qui répond à tes objectifs aujourd'hui, quitte à revoir ton allocation d'actifs par la suite. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si tu veux en savoir plus sur la bourse et si tu veux te former là-dessus, je te mets le lien vers un programme de formation de plusieurs heures que tu peux rejoindre. Donc tu cliques sur le lien, tu rentres ton adresse mail et tu verras, je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.